Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue. Vous en connaissez le principe, partir à la découverte d'une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et ce soir, nous recevons une femme qui n'a pas demandé la permission pour prendre sa place. Militante avant d'être élue, elle siège depuis bientôt 10 ans aux côtés des sages. Connue pour son franc-parler, elle démontre que la politique est un sport de combat et qu'il faut savoir encaisser les coups. Madame la sénatrice Catherine Conconne, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous aussi. Bonsoir à toute l'équipe d'ATV et aux téléspectateurs. Une vie entière ou presque de politique derrière vous et ce n'est pas terminé. Alors nous allons tout d'abord revenir aux origines. Vous êtes né le 18 mai 1963. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Votre maman est employée de banque, votre papa policier national. Et vos parents sont surtout très engagés dans la vie politique, notamment aux côtés d'Aimé Césaire. Vous m'avez dit d'ailleurs que chez vous le dimanche, on n'allait pas à l'église, on allait au siège du parti. Absolument, c'est un univers très militant. Mon grand-père rejoint Aimé Césaire quand il quitte le PC. Lui-même était communiste à ses côtés et il intègre dès sa fondation le Parti progressiste martiniquais en devenant en plus élu à ses côtés dès 1945 pour la mairie de Fort-de-France. Pour la première élection municipale concernant Aimé Césaire, tout à fait. Donc on peut vraiment dire que vous êtes tombé dans la marmite de la politique dès la naissance. Dès le berceau. Ah oui, on allait très jeunes, en particulier ma sœur et moi, puisque nous sommes plus âgés que mon petit frère. On allait distribuer les tracts, vendre le journal et on allait régulièrement au parti. Et surtout, il fallait écouter avec beaucoup d'attention les discours lors des campagnes et en particulier ceux d'Aimé Césaire lors de la fête du PPM, etc. Et même enfant, ça faisait résonance en vous? Parce que parfois, quand on est enfant, bon, les discours politiques, ça peut paraître un peu abscons, un peu long. Mais vous étiez déjà happé par... Oui, ça donne du sens, parce que tout ça était lié par des actions extrêmement concrètes que l'on voyait. Aimé Césaire, ce n'était pas que des déclarations politiques ou des promesses, comme on pourrait entendre aujourd'hui, c'était aussi une action. Quand il disait que le peuple doit être éduqué, parce que l'éducation est l'élément majeur de l'émancipation, eh bien, souvent, on participait à des inaugurations d'écoles. Donc, tout ça avait du sens et résonnait en nous. Et puis, il y avait cette culture à la maison, il fallait beaucoup lire, beaucoup se documenter, aller à la bibliothèque Schellcher, faire des recherches et également, quand il était 19h, le seul JT qu'il y avait à l'époque, il fallait se taire et écouter les informations. C'était la grand-messe du JT. Un bac littéraire décroché au lycée Schellcher et une licence d'anglais plus tard, vous vous destinez au métier de professeur d'anglais, mais finalement, vous allez... bifurquer dans la voie touristique puisque vous allez travailler une dizaine d'années au sein de l'Agence régionale de développement touristique, une antenne de la région à l'époque. Et ce passage, vous direz qu'il a été assez formateur pour vous, que ça a aussi peut-être posé les jalons ensuite de votre engagement politique? Oui, un engagement très fort. J'ai été en charge de tout ce qui touchait à la croisière. Donc, j'ai eu à me déplacer plusieurs fois aux États-Unis, assurer la promotion de la Martinique, être présente lors des grandes escales, mais aussi travailler avec des promoteurs que la région toute naissante aidait financièrement à monter leur petite affaire, petite hôtellerie, etc. Ça donne du sens, ça vous ancre dans le pays et ça vous permet de voir une certaine réalité que parfois d'autres n'ont pas. Fréquenter des chefs d'entreprise, être en réalité par rapport à des produits touristiques, ça laisse des traces à vie. Et vous ancrez aussi déjà à l'époque profondément dans la Caraïbe. Aujourd'hui, ce qu'on cherche peut-être un peu plus à faire justement en 2026, vous, à cette époque, ça vous montre aussi la diversité touristique aussi de nos voisins caribéens. Et les combats que les voisins menaient, parce qu'il nous arrivait d'être sur des stands, de voir que le stand d'à côté, avec beaucoup moins de produits, était très fréquenté, mais on voyait la niaque qu'avaient nos amis de la Caraïbe, que nous, bon, allez, bien bercés par la France, on était moins à l'offensive. Et ça m'a donné envie de dire il faut que nous aussi, on soit extrêmement déterminés et qu'on fasse autant et aussi bien que les voisins. Vous avez aussi appartenu à la jeune chambre économique de la Martinique pendant plusieurs années. Ça a aussi été une période fondatrice pour vous. Excellente, avec des amis que j'ai jusqu'à présent, qu'on retrouve. C'est une excellente école de formation qui vous ancre dans la réalité du pays, vous apprend à développer des projets, à sortir du constat, à avoir de la méthode de travail. Et j'avoue que ce passage d'environ 6 ans à la jeune chambre, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 40 ans, m'a permis de donner du sens à mon action. Et souvent, lorsqu'on est entre copains ex-jeune chambre dans des réunions, on se fait souvent des clins d'œil en disant on reconnaît ceux qui sont à la jeune chambre, on parle moins, on agit plus. On est plus pertinent dans nos remarques et surtout, on a bien préparé les choses en amont.
Alors en juin 2000, Serge Letchimy est désigné pour être le candidat PPM à la mairie de Fort-de-France pour succéder à Aimé Césaire. Vous le rencontrez à cette époque au siège du parti et il vous propose d'intégrer son équipe de campagne. Alors ce n'est pas la première fois que vous participiez à une campagne politique, mais est-ce qu'on peut dire que là vraiment vous faites votre entrée dans la vie politique? Une campagne dure, une campagne... Parce qu'aujourd'hui, on voit la campagne, on voit qu'il y a des réseaux sociaux, on peut s'envoyer des WhatsApp et puis remplir une réunion avec un simple clic. Non, à l'époque, il n'y a pas tout ça. Le portable vient de sortir, on ne peut que recevoir et appeler. Et encore, ça passe de temps en temps, pas tout le temps. C'était des petits portables Alcatel, très limités dans leur capacité. Rien à voir avec les smartphones d'aujourd'hui. Il fallait se débrouiller pour remplir la réunion du soir. Et on avait réunion tous les soirs. Et bien, il fallait parcourir le quartier à pied, aller convaincre les gens, leur porter un document. Et c'est une période extrêmement formatrice. Je ne regrette pas cette époque et je remercie même Letchimy de m'avoir permis de participer à cette épopée-là, cette épopée feuillalaise. Le populisme était aux portes de Fort-de-France avec Marie-Jeanne qui était candidat. Et moi, je considère qu'il y a une forme de populisme que je n'aime pas dans la manière de faire. C'est mon opinion. Vous savez, j'ai ma franchise pour moi. Mais il fallait se battre. Le travail s'est fait jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière goutte, et il a fallu mettre poser en tout cas les banderilles autour de Fort-de-France pour garder ce bastion du Parti progressiste Martinique. Une campagne extraordinaire d'environ 1 an, usante, toutes les nuits, tous les soirs, tous les week-ends. Ça a été formidable. Vous regrettez cette manière justement de faire campagne? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'était aussi une façon de faire qui peut-être rendait plus humble aussi les hommes et les femmes politiques, qui du coup, vous l'avez dit, devaient totalement mouiller la chemise sur des mois avec tous les sacrifices aussi que ça sous-entend. Moi, j'ai gardé cette manière de faire campagne et à chaque fois que je rencontre des amis qui partent en campagne, je leur dis attention, la rencontre avec le peuple, c'est le premier ingrédient. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les belles promesses et les beaux programmes, c'est votre rencontre et votre proximité avec la population qui vous permet de regarder les gens dans les yeux, de les écouter, de comprendre leurs problématiques, de comprendre ce qu'ils nous reprochent aussi en tant que politique, de comprendre aussi ce qu'ils aiment et qu'ils aimeraient. Et à ce moment-là, ça vous permet de vous-même de formater une offre politique en toute conscience et en toute connaissance, loin des a priori et autres lieux communs qu'on peut avoir en tête. Alors Serge Letchimy remporte ces élections à l'époque. Vous devenez donc adjointe en charge de la sécurité et de la lutte contre la délinquance. Aimé Césaire, on va voir l'image, vous passe en personne l'écharpe tricolore lorsque vous intégrez le conseil municipal. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous savez, Aimé Césaire fréquentait beaucoup ma famille, venait chez mes parents, resté très longtemps ami avec mon grand-père qui est mort en 78. Donc, j'ai un vécu avec Césaire qui remonte à très longtemps. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, on parlait énormément de cette époque. Il avait surnommé ma sœur et moi les mascottes du parti. Et à chaque fois qu'on se rencontrait, on parlait beaucoup de ses souvenirs. Il me donnait beaucoup de conseils en me disant « Le peuple, tu ne dois pas le lâcher, tu dois l'écouter en permanence ». Il y avait beaucoup de conseils qu'il me diffusait dans nos rencontres au quotidien. Et c'était important pour moi. Jusqu'à quelques jours avant sa mort, je l'ai rencontré. Et donc, qu'il m'ait passé le ceinturon, c'était pour moi quelque chose de naturel. On devait tout choisir quelqu'un pour passer le ceinturon le jour de cette intronisation. Et moi, j'avais choisi Aimé Césaire. Mon grand-père n'étant plus là, c'était pour moi un rappel d'une époque. C'était la continuité. Voilà. C'est la continuité. C'était très important. Vous qui justement avez été en charge de la sécurité et plus de 20 ans après ce premier mandat, alors que notre territoire est en proie aussi à une montée de la violence, un trafic de drogue galopant et une utilisation des armes à feu totalement décomplexée, je le rappelle, 40 homicides dénombrés sur notre territoire en 2025. Est-ce que nous ne sommes pas en train aussi de contempler l'échec à la fois de nos politiques sécuritaires et de nos institutions ? Il y a des choses qu'il faut garder en tête et des principes qu'il ne faut pas abandonner. La sécurité, ça se co-construit. Donc, justice, police, gendarmerie, commune
doivent marcher main dans la main. Si pendant 13 ans, j'ai pu mener à bien un certain nombre de dispositifs, lutter contre les squats, 300 squats seulement sur le territoire, uniquement des Terre-Saint-Ville. On ne se rend pas compte de ce que c'est. Beaucoup de dents creuses que vous voyez aujourd'hui, c'était des squats. On s'est battu en piétinant la loi, parfois en étant borderline, mais il fallait un retour à la sécurité. La co-construction est importante. Je ne comprends pas que parfois j'entends certains élus dire « Ah, on ne veut pas que l'État intervienne, ah, les CRS doivent repartir ». C'est inacceptable. Nous, élus, on a besoin de la force, de l'État, des moyens de police pour pouvoir travailler et mettre en œuvre ce que nous avons prévu. Et il ne faut pas lâcher le terrain. Être sur le terrain en permanence avec nos propres polices municipales, mais également avec des réseaux de médiateurs. Rien ne doit être laissé à l'abandon. Un bar qui pose problème, il faut qu'il ferme. Un squat qui pose problème, il faut qu'il ferme. Un groupe intempestif quelque part qui stagne et qui pose problème, il faut que ça s'arrête. Si on n'arrête pas, ça continue et ça se propage. Mais dans un contexte aussi de diminution des effectifs, vous évoquiez la police municipale, la police de proximité ou autre, il y a de moins en moins d'hommes. Pas tant que ça, il y a encore beaucoup d'effectifs, plus des effectifs de renfort qui viennent régulièrement. La vidéoprotection qu'on avait installée à Fort-de-France à mon époque, on était très pionniers. À l'époque, ça avait été décrié. Ah oui, vous allez surveiller la vie des gens. Non, ça a apporté un plus. Donc, il faut qu'on s'organise et dans chaque mairie, il doit avoir un point important porté, par exemple, à la constitution d'une brigade de police municipale. Non pas 2 agents, 3 agents, juste pour dire qu'on a des policiers municipaux, mais ça doit faire partie, même si on a des difficultés à embaucher pour des raisons financières, d'une priorité. Parce que là où la police municipale va aller, la nationale peut ne pas aller. Il faut entrer dans les quartiers, les connaître et être en permanence en connexion avec ceux qui prennent le relais derrière police, justice et gendarmerie. Et pour lutter contre le narcotrafic avant même que justement la drogue et les armes n'arrivent chez nous? Pareil. Vous savez, j'échangeais récemment avec le général de gendarmerie. Il me disait que l'arrivée des radars, qui sont maintenant opérationnels, leur a permis de faire des prises très intéressantes récemment, y compris de cigarettes illégales. Donc, des moyens de surveillance, il faut les multiplier, il faut les utiliser, mais il faut aussi que tous, entre nous, on soit solidaires sur cette question de la sécurité. Si on voit quelque chose qui est bizarre, si on voit un trafic qui n'est pas bon, aujourd'hui, on peut déposer anonymement et signaler au service « Attention, je vois sur telle plage qu'il y a des mouvements bizarres. Dans un pied d'immeuble, il y a des mouvements bizarres. » C'est en affrontant régulièrement ceux qui sont fauteurs de troubles à quelque niveau que ce soit dans le pays qu'on va arriver à combattre. Bien sûr, il y a des grands réseaux sur lesquels on risque de ne pas avoir de prise directe, mais c'est un travail de fond. Et puis, il faut travailler aussi à l'éducation de nos enfants, leur expliquer matin, midi, soir que consommer de la drogue ou trafiquer de la drogue, il n'y a que 2 issues possibles, c'est la police ou la prison ou le cimetière. Il faut que ça rentre dans les écoles, que ça infuse dans les cerveaux partout, que la drogue n'est pas quelque chose de bon et que ça n'amène à rien de bon. Mais ça, ce discours, je ne l'entends pas assez. Les politiques de prévention sont réduites à néant et il faut repartir sur des politiques de prévention qui soient offensives, comme on l'a fait dans un certain nombre d'autres politiques publiques. Adjointe au maire, vice-présidente du conseil régional, puis membre de l'Assemblée de Martinique. Et en 2017, vous devenez la première femme sénatrice de la Martinique. Il ne vous manquait que 2 voix pour décrocher le siège dès le premier tour. Est-ce que vous aviez fait le tour de la politique locale? Est-ce que c'était aussi une volonté peut-être de briser le plafond de verre? Pas du tout. Vous savez, de tous les postes, celui que je préfère, c'est le mandat local. Donc, je suis sénatrice et c'est pourquoi je garde un ancrage très fort ici. Je fais beaucoup de choses en Martinique à partir de mon mandat de sénatrice parce qu'on a quand même des moyens pour pouvoir travailler, des collaborateurs, des moyens pour organiser des réunions, etc. Il y a des moyens, il faut les utiliser. Il y a des missions d'information, il y a des commissions d'enquête. Donc, on a les moyens, il faut y aller. Non, mon mandat préféré reste le mandat local. Non, pas du tout. Ça a été un concours de circonstances, ma candidature. Pourquoi vous y êtes allé, du coup? Serge Larcher, que je salue au travers de cette émission, que j'appelle affectueusement mon grand frère, quittait la politique et me disait « Tu devrais aller au Sénat ».
Et moi, je rigole, je lui dis, c'est un truc pour élu en fin de carrière, le Sénat. Il me dit, non, tu te trompes, c'est une maison extraordinaire, rigoureuse, ça va te plaire. Et puis, bon, je finis par poser ma candidature, je vois que ça marche, je suis élue et j'y suis toujours et je n'ai pas de regrets. Alors justement, on va revenir aussi sur votre rôle au sein du Sénat, mais avant, précisons bien sûr que 3 ans après avoir décroché votre premier mandat de sénatrice et après toute une vie passée au sein du PPM, vous claquez la porte du parti en avril 2020. Alors à l'époque, on impute ce divorce dans un premier temps à la venue des médecins cubains en renfort aux équipes du CHUM pendant la pandémie du Covid, sauf que finalement après vous avez pris la parole et vous avez expliqué que pas du tout, vous avez déclaré avoir subi trop d'humiliations au sein du parti. Alors il est vrai qu'en 2014, Serge Letchimy, vous avez préféré Didier Laguerre pour briguer Fort-de-France. En 2015, certains membres du parti vous ont imputé la défaite du PPM à l'élection de la CTM. Est-ce que justement ça fait partie des fameuses humiliations dont vous avez parlé à l'époque ? Vous savez, faire de la politique quand on est une femme, ce n'est pas simple. On est entouré d'un monde d'hommes qui peut être très dur. Et puis, bon, peut-être que je gênais parce que j'avais un certain succès, parce que je réussissais mes tâches. Peut-être que ça gênait. Et j'avais accumulé depuis des années un certain nombre de postures qui étaient vexantes. Ne pas m'inviter à telle réunion, ne pas m'inviter à telle conférence de presse. Je voyais les choses qui se faisaient. J'avais des choses qui me revenaient, des propos qui étaient tenus. Il y a eu un détail, un seul, rien à voir avec les médecins cubains. J'avais posé un amendement au Sénat que j'avais retiré juste avant le vote parce que mon collègue Dominique Théophile en avait proposé un qui était beaucoup plus large. C'était ce qu'on appelle les médecins PADU, professionnels hors de l'Union européenne. Face au désert médical, depuis 1 an, j'avais travaillé d'arrache-pli avec la ministre de la Santé de l'époque pour lui demander qu'on puisse ouvrir le champ de recrutement de médecins à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique saharienne, à un certain nombre de pays qui ont des médecins extrêmement qualifiés, bien sûr après des choix, des jurys, les vérifications de diplômes adaptés et tout. Et j'avais juste enlevé mon amendement juste avant le vote, à la demande du président de commission. Il me disait, votre collègue a un amendement plus large qui inclut les chirurgiens dentistes. J'ai dit, OK, par courtoisie, parce qu'on a de très bonnes relations au Sénat, j'enlève mon amendement au profit. Et j'ai donc revendiqué que j'avais fait avancer la cause de l'ouverture des champs possibles de recrutement. Et là, je découvre qu'on fait un magnifique communiqué de presse, tout à l'honneur de Dominique Théophile, me zappant complètement. Non, ça a été la goutte d'eau. Ça s'est passé en 30 secondes de ma tête. J'ai jamais fait d'histoire, j'ai jamais fait de cancan. J'ai pas fait de réponse à la presse pour dire voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça. C'est peut-être aujourd'hui que j'en parle le plus ouvertement possible. Et j'ai donc démissionné du PPM. Et pour moi, il y avait une fin de non-retour. Vous pensez qu'on craignait que vous briguiez justement la tête du parti ? Que vous Pas deviez du tout. une image gênante ? J'ai jamais été dans des postures conquérantes en interne. J'ai toujours su me conformer aux décisions qui étaient prises. Ma conquête, elle était sur le terrain, sur ma façon de travailler, d'être audacieuse, d'être courageuse, de ne pas rechigner à la tâche. Mais j'ai jamais demandé à quiconque de me mettre à tel ou tel poste. Et ça ne vous manque jamais ? Vous n'avez pas de regrets J'ai jamais eu de regrets. J'ai jamais eu de regrets. J'ai conservé mes valeurs césariennes, une philosophie progressiste que j'aime beaucoup et qui est pour moi la meilleure philosophie, la plus adaptée à la réalité de la politique. Elle est fine, elle est subtile, il faut la comprendre, il faut la connaître et la découvrir. Elle nous demande d'être en initiative en permanence, de ne pas tout attendre du pouvoir extérieur. Mais c'est exactement ce que je fais tous les jours. Je suis plus dans le même cadre, mais je suis profondément irrigué par cette philosophie. Voilà. En tout cas, effectivement, que vous essayez de distiller donc, au sein de l'hémicycle du Sénat. Aujourd'hui, face à une Assemblée nationale extrêmement fractionnée depuis 2 ans, privée de majorité absolue, le Sénat peut incarner aussi peut-être l'un des derniers bastions de la stabilité d'une 5e République qui clairement s'essouffle. J'ai envie de vous demander, Catherine Conconne, est-ce qu'il faut revoir la Constitution ? Est-ce qu'il faut franchement aller vers une 6e République pour en finir avec cette crise politique majeure que traverse actuellement notre pays ?
Oui, à mon avis, la Constitution qui date de 58, qui a eu un petit toilettage ici par là, mais rien de bien sensible, mérite d'être vue. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans l'organisation politique que l'on a connue au moment où la Constitution était créée. On avait les grands blocs, la droite, la gauche, le PC, etc. Et au milieu de ça, quand il y avait des décisions à prendre, on tranchait de manière très franche, parce qu'on avait des blocs en nombre qui étaient importants et qui pouvaient faire basculer tel ou tel vote. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est 12 groupes. Oui. Parfois des petits groupes, des gens dissidents, etc. Chacun tire le drap à soi, chacun a une façon de voir les choses. Et on est parti dans une république qui, à mon avis, va exiger une culture du compromis. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre depuis 2 mandatures. Ce que nous n'arrivons vraiment pas à faire en France, oui. Ouais, à échanger. Et vous voyez bien que sur l'accouchement du budget, il y a eu des compromis, par exemple, qui ont été faits nombreux sur le projet de loi de finances et la sécurité sociale. Là, on n'arrive plus au compromis sur le budget de loi de finances. On sera obligé de passer par le couperet des ordonnances ou du 49.3. Mais on n'est plus dans des grands blocs où on pouvait discuter avec celui-là, discuter avec celui-là et arriver à des choses cohérentes. Donc, il faut revoir la façon. Et puis, on a l'avènement des réseaux sociaux, on a l'avènement des chaînes info en permanence. Donc, le citoyen est irrigué en permanence d'informations et se sent très légitime à donner son avis sur tout, à manifester, enfin, à réagir et à parfois surréagir à une information qui est parfois pas très bien maîtrisée dans son organisation. Je ne parle même pas des fake news et autres choses qu'on entend ici et là. Alors, vous évoquiez effectivement le budget, parce qu'il faut dire aussi que cette instabilité gouvernementale a aussi des conséquences sur nos territoires ultramarins. En décembre dernier, justement, lors du vote pour le budget des Outre-mer, les élus ultramarins de gauche, dont vous faites partie, vous avez quitté l'hémicycle. Les débats ont été très houleux, avec le sentiment aussi confié par certains de vos confrères que les choses, finalement, sont toujours un peu décidées sans vous, sans les Outre-mer. Et c'est un sentiment qui est aussi largement partagé par une partie de la population martiniquaise et des Antilles plus largement. Vous comprenez ce sentiment ? Alors, je n'ai jamais fait trop cas du budget Outre-mer, parce que, on entend budget Outre-mer, on a l'impression que c'est là que les choses se passent. Non, l'Outre-mer, le ministère de l'Outre-mer ne gère que 2 ou 3 éléments de notre quotidien, exemple logement, exemple tout ce qui est exonération de charges sociales, etc. C'est plus un ministère qui va peut-être aller taper là où il faut dans les autres ministères de l'État, mais le budget Outre-mer, je ne l'ai jamais abordé comme étant l'alpha et l'oméga de notre devenir, de notre développement et de notre existence, non. Mais quand on y est, on y est. Et on fait ce qu'il faut. Il y a 2 ans, on a dû mener bataille pour maintenir la LODEOM, c'est-à-dire les exonérations de charges sociales dans un certain nombre de sujets et de catégories professionnelles. Mais ça s'était très bien passé. Je me rappelle, c'était le baptême de feu de Manuel Valls. Il avait eu face à lui des sénateurs extrêmement déterminés, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique. Et on avait fait tomber la volonté du gouvernement qui était de supprimer la LODEOM. Et ce jour-là, il m'avait dit... Madame la sénatrice, vous êtes très en forme. Et je lui avais répondu, Monsieur le ministre, habituez-vous, je suis toujours en forme. Et on avait gardé la LODEOM comme ça. Là, pas de discussion possible. Une espèce de complot mené avec la majorité de droite LR. Il y a quand même une grosse majorité au Sénat, donc pas de doute quand les choses doivent être votées, contrairement à l'Assemblée nationale. Et là, on découvre qu'avec une vingtaine de députés présents, sur plus d'une centaine, eh bien, on demande des scrutins publics à chaque fois. Qui dit scrutin public veut dire que, absent ou présent, on vote pour vous. Même si une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on fait là ? S'il n'y a pas de débat possible et qu'aucun de nos amendements ne peut aboutir, sachant en plus qu'on était dans un budget extrêmement incertain, mais laissez-nous au moins nous exprimer, dire ce que nous avons à faire, jouer notre rôle de représentant des personnes qui nous ont mis là. Donc, on s'est levé, on s'est dit, ça ne sert à rien. On a kidnappé la parole, on a kidnappé la démocratie, il vaut mieux qu'on s'en aille. Bon, budget qui a finalement été voté, in fine. Oui. Justement, l'une de vos ambitions, c'est d'obtenir plus de pouvoir normatif pour la Martinique, à savoir aussi voter des lois qui seraient plus adaptées à nos spécificités territoriales. Selon vous, quels sont les dossiers les plus urgents ?
Il y a plein de dossiers c'est un vrai sujet, pouvoir normatif. C'est pas très bien compris des gens parce que souvent on confond pouvoir et compétence. Oui, on a la compétence de nous occuper des lycées, on a la compétence de nous occuper des collèges, des routes, etc. Mais selon des normes qui nous sont imposées par l'État. Vous devez faire de telle manière, vous devez faire avec tel moyen. Le pouvoir normatif vous permet de faire bouger la loi pour lui permettre d'être adapté à votre réalité. C'est tout simplement ça. Alors, beaucoup de gens le vivent mal en disant « oui, mais vous avez déjà des pouvoirs ». Non, on n'a pas de pouvoir, on a juste des compétences, que nous exerçons au lieu et place de l'État depuis les lois de décentralisation, en particulier en 83. Donc, pouvoir faire bouger la norme de la loi et puis dire « bon, ouais, on n'a pas besoin de ça dans la loi », parce qu'aujourd'hui, une loi, elle est conçue comment? Elle est faite globalement pour la France et elle bouge pour les pays qui relèvent du 73 ou du 74 dans lesquels nous sommes, parce qu'il y a eu un amendement heureux voté de parlementaires, ce qui est très aléatoire, ou alors vous verrez à la fin du dispositif législatif, il y a une petite ligne qui dit concernant les collectivités relevant du 73-74, l'État, le gouvernement est habilité à agir par ordonnance. Donc sur quel chantier, justement, prioritairement, faudrait-il s'affranchir de l'eau et l'État? l'assainissement, par exemple. Il faut qu'on puisse nous-mêmes déterminer comment on gère ça. Est-ce qu'on monte un office unique de l'eau? Comment on met ensemble toutes nos compétences, tous nos moyens, toutes nos ressources concernant l'eau, le transport? Tout le monde hurle le transport, ça dysfonctionne et tout. Mais on ne fait que faire comme on nous dit de faire. Exemple sur la fiscalité. Le transport est financé, entre autres, par une fiscalité patronale et qui ne concerne que les entreprises de plus de 11 salariés. Combien il y en a ici? Oui. Combien il y en a ici? Donc, toutes les autres échappent. On aurait pu trouver même de manière forfaitaire comment collecter au mieux, ce qui fait que la collecte du VM, du versement mobilité aujourd'hui, est très en deçà des moyens. Et c'est la collectivité qui doit mettre le complément, ce qui fait qu'aujourd'hui, la collectivité est à bout de souffle parce que le transport coûte excessivement cher. Alors sur le plan de la politique internationale, les rapports se tendent ces dernières semaines entre les États-Unis et la France. Donc après le Venezuela, le gouvernement Trump veut maintenant annexer le Groenland. J'ai une question, justement, si les choses devaient dégénérer entre nos deux pays, notre position géographique dans la Caraïbe constitue-t-elle un risque ? Et bien sûr, nous sommes sur la route entre l'Europe et les Amériques. Rien n'empêche aux États-Unis de décider qu'il y aurait une base dans la baie de Fort-de-France, etc. Tout est possible, surtout qu'on a affaire à un dirigeant américain qui s'affranchit de toutes les règles au quotidien. Internationales. Il ne faut pas oublier qu'on a tué Maurice Bishop, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, dirigeant caribéen, on a tué Boris Bishop à Grenade. Donc rien n'était possible. On connaît la force des États-Unis, la force de la CIA et leur façon qu'ils ont à développer. C'est quand même une armée importante avec des moyens importants. On est face à la première puissance mondiale. Donc tout est possible. Et regardez, il a suffi qu'il y ait des problèmes au Venezuela, plus d'avions pendant une journée. Oui. Et on sait très bien ce cordon qui nous lie, nos familles, nos étudiants, entre l'Hexagone, le continent européen et nous. Il y a un mouvement naturel qu'on essaye de diversifier au mieux, mais il y a quand même un mouvement naturel. Eh bien, plus d'avions. Parce que l'espace aérien a été jugé risqué par un certain nombre de compagnies et il n'y a plus d'avions. Donc, on est dans une zone qui est compliquée, dans une zone à enjeu, dans une zone qui peut être tampon entre deux continents belligérants. Oui. Et là, il faut faire attention et ne pas croire qu'on vit seul au monde. Alors, j'ai vu des gens dire « ouais, c'est pas notre problème ». Oui, tout ce qui se passe dans le monde nous impacte. Ça impacte le prix des carburants, ça impacte l'alimentation, ça impacte les matières premières, parce que quand il y a des tensions dans le monde, les pays producteurs, il y a une répercussion sur l'offre et la demande en matière de marchandises, et forcément la Martinique sera concernée. On ne vit pas seul au monde. Retour en Martinique, justement, en 2021, vous avez lancé votre propre mouvement politique, La Martinique Ensemble, avec la promesse de faire de la politique autrement. À l'époque, 35 propositions pour renouer avec le peuple martiniquais. Quel bilan vous tirez 5 ans après? Très bon bilan. Et de ces 35 propositions, où en sommes-nous? Très, très bon bilan. On a pris le temps parce que lorsque les camarades m'ont dit, après les élections de 2021, qui étaient en juin, il faut absolument qu'on puisse monter un parti politique, j'ai dit, ah bon, parti politique? Attention, je venais d'un parti politique. Et je savais le sens que je donnais à l'engagement politique, qu'il fallait absolument que les choses soient clairement écrites et qu'on ait des valeurs. Un parti politique, pour moi, ce n'est pas simplement un outil de conquête électorale. Vous voyez qu'en ce moment, tout le monde se réveille,
réveille, les réseaux sociaux sont réchauffés, des gens qu'on n'a jamais vus, dont on n'a jamais entendu parler, qui ne sont même jamais allés dans un baptême dans la commune, se réveillent brusquement comme étant les grands sauveurs de la commune. Je refuse cette façon de faire et je préfère ne pas faire de la politique. La politique, c'est un outil au quotidien, un outil démocratique qui vous permet d'aller au-devant du peuple, d'expliquer, de prendre des initiatives, de porter des initiatives et d'améliorer au quotidien hors calendrier électoral. En quoi, justement, vous faites de la politique différemment, puisque c'était la promesse quand vous avez fondé votre mouvement? On n'a jamais cessé d'être sur le terrain depuis le jour de notre création. Pas plus tard que dimanche, on a une rencontre avec des citoyens. Nous sommes déjà plus de 200 inscrits. Nous restituons ce que nous faisons, nous expliquons ce que nous faisons. Nous portons des initiatives. On a pris par exemple le dossier des aidants familiaux en main. On a édité une brochure pour aider les gens à trouver les moyens de se sortir de leurs difficultés en tant qu'aidant familial. Le 31 de ce mois, 31 janvier, on présentera nos 20 propositions pour lutter contre la délinquance et l'insécurité à la Martinique, des idées originales qui sont des sentiers battus, parce qu'on passe des heures à travailler, parce que faire de la politique, c'est porter en permanence sa contribution. Nous sommes sur le terrain, nous faisons du porte-à-porte. Depuis le premier jour où nous avons monté ce mouvement jusqu'à aujourd'hui, même quand nous ne sommes pas candidats, comme c'est le cas pour les municipales de cette année. Et c'est pour ça que j'ai pu vous inviter, Catherine Conconne. Voilà, tout à fait. Exactement, on Merci le précise. beaucoup. Et c'est tant mieux. On le précise. Alors, autre combat qui est né avant la Martinique Ensemble, mais qui est aussi évidemment porté par votre mouvement politique, c'est le concept Aller virer. Le fait d'inciter la jeunesse à revenir au pays. C'est parti d'un constat évidemment assez alarmant. 5000 jeunes à peu près chaque année quittent la Martinique et ne reviennent pas. Justement, quel bilan aussi vous pouvez faire de cette action? Est-ce que vous avez, donc 2018 en l'occurrence, là nous sommes 8 ans plus tard, est-ce que vous avez réussi à inverser cette tendance ou en tout cas est-ce qu'on en prend le chemin? Alors Aller virer n'est pas porté par mon parti politique, c'est une association oui, qui a part. C'est une association qui a part, bien avant mais en tout cas, d'être en 2018, oui, vous l'avez voilà, fondée exactement. Qui est parti d'un constat. La Martinique connaît une saignée démographique importante. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de fréquenter tous les plateaux télé à dire « Ah, on perd des habitants ». Et on perd beaucoup d'habitants. On est passé d'environ 400 000 habitants, 398 000 à l'époque, à aujourd'hui 350 000 habitants. Et ça continue. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on est un citoyen impliqué, lorsqu'on est un militant de la bonne cause de son pays, lorsqu'on connaît les problématiques de son pays, on ne se contente pas de dénoncer et de constater, on porte des solutions. On dit qu'on porte des solutions et on y va. On a monté Aller virer à fin 2000, je vois les chiffres récents là, dans les jours qui viennent, mais à fin 2024, c'est-à-dire il y a une année, lors de nos dernières statistiques, c'est 2300 familles martiniquaises accompagnées au retour dans leur pays. Et qui sont restées. Et qui sont restés, parce que dans 99% des cas, les gens restent. Et quand ils partent, c'est souvent parce qu'il y a une rupture familiale, il y a une rupture qui s'est mal passée, il y a une déconvenue quelconque, ou alors parce qu'ils n'ont pas trouvé leur bonheur. Mais nous faisons tout pour rétablir le bonheur et inciter les gens à rentrer. Donc on se déplace, on va à Paris, on a des partenaires, avions et tout, qui nous permettent de nous déplacer. Vous organisez des job dating aussi. On fait des job dating chaque année. Et c'est rentrer dans la tête des gens. Le premier combat, c'était de faire tout cela rentrer dans la tête des gens, leur dire c'est possible. Parce qu'au départ, quand j'ai parlé de ça, tout le monde m'a dit « Mais non, mais tu perds ton temps. Il n'y a rien en Martinique. Les jeunes ne vont pas rester. Qui ça y a été fait? Il y a qui la grève, il y a qui physique. » Et stop. Et lorsqu'on a fait notre enquête, on s'est rendu compte que 8 Martiniquais sur 10 à l'époque disaient « Oui, je veux rentrer chez moi. Oui. » Et à partir de ce constat, on a mis en place, à partir de notre enquête, qui a été très riche, 6 000 réponses quand même, c'est pas rien, des moyens pour accompagner. On a par exemple un appartement, une maison qui nous a été donnée par la CIMAR et qui nous permet, dans un F3, aménager de manière complète et bien accueillir une famille qui vient d'arriver en Martinique, n'a pas encore trouvé son logement, elle va y passer 2 semaines, 3 semaines, et on active derrière tout un réseau pour lui permettre de rester. 2300 familles à fin 2024 ont été accompagnées par le réseau Aller virer à revenir en Martinique. Donc quand récemment j'ai entendu l'INSEE dire on pensait qu'on perdrait 1% de population par an, mais finalement on est à 0,7. Je me suis dit que le petit colibri Aller virer avait porté sa petite goutte pour éteindre l'incendie. Vous n'y êtes pas étrangère. Alors on l'a dit, Catherine Conconne, la politique est un milieu exigeant, difficile, qui exige de nombreux sacrifices, peut-être encore plus lorsque l'on est une femme. Vous-même, vous en savez quelque chose. J'aimerais, avant de conclure cette émission, que l'on parle de votre mari.
qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc en plus une pensée vraiment toute particulière. Vous avez partagé 35 ans de vie commune ensemble. Il vous a toujours accompagné, il a toujours accepté les heures, le fait que vous rentriez tard, les voyages. Vous m'avez dit, sans lui, vous ne seriez pas allé aussi loin. Non, sans lui, parce que si j'avais un conjoint qui me bloquait, m'empêchait de sortir, m'empêchait d'aller en réunion, j'ai connu ça avec des collègues. J'ai des collègues qui ont abandonné la politique à cause de leur conjoint, parce que pour eux, la femme, elle doit... Il y a encore ce réflexe ici, énorme, hein, très répandu. Et même parmi mes copains qui me disaient, je ne comprends pas comment tu n'es pas chez toi à cette heure-là, etc. Bon, mais je ne suis pas en train de jouer, quoi. Je suis dans une réunion, je travaille pour le collectif. Et même quand j'avais mes moments de découragement, je disais à Eric... j'en ai marre, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller en réunion, j'en ai plein le dos, ça me fatigue. Il me disait, allez, tu te lèves, dépêche-toi, tu as été choisi, donc il faut assumer. Et j'avais toujours cet accompagnement à mes côtés. Jamais eu un reproche, jamais eu une bouderie. Bien au contraire, je lui donnais mes textes, je lui dis qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu peux corriger pour moi? Elle me dit mais qu'est-ce que tu as écrit là? Ça ne veut rien dire, reprends et tout. Et on était dans cet aller-retour permanent. Ça m'a beaucoup encouragée, ça m'a beaucoup affermie. Eric était diplômé de Sciences Po, il a eu un parcours universitaire brillant et intéressant. Donc, il avait fait de la statistique démographique, parler de démographie, parler de politique au sens noble, les lectures qu'on échangeait et tout. C'était très important et j'avoue qu'il a beaucoup contribué à mon épanouissement en politique. Alors, prochaine étape, peut-être, en 2021, vous étiez tête de liste à la course à la CTM. Est-ce qu'en 2028, vous allez vous représenter? Mais bien sûr, si bien sûr la vie me le permet et que je ne connaisse pas d'accident individuel, on ne sait jamais, parfois c'est tellement soudain. Donc, oui, si je suis en forme et en vie, comme en 2021, mon groupe présentera une liste avec un magnifique programme rafraîchi, qui sort de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus, moderne, avec des jeunes et tout, en 2028. Et bien sûr, ATV sera là pour en parler. Merci infiniment, Catherine Conconne, d'avoir accepté de répondre à, vous aussi. À ces questions. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés à la découverte de ce nouveau portrait dans votre émission Angle de Vue. On se retrouve dès la semaine prochaine.